En continuité avec sa logique fiscale visant à favoriser l'investissement et le soutien aux entreprises, le président de la République a rejeté la proposition de la Convention citoyenne pour le climat prévoyant que les sociétés qui distribuent plus de 10 millions d'euros de dividendes annuels participeraient chaque année à l'effort de financement de la transformation des outils de production et des entreprises à hauteur de 4%. Celles dont les dividendes sont inférieurs ou égaux à 10 millions d'euros participeraient, elles, à hauteur de 2%. Autrement dit, une telle taxation des dividendes devait toucher plus lourdement les plus grandes entreprises, généralement considérées comme les plus polluantes. Mais voilà, Emmanuel Macron a estimé que cette proposition présentait un trop fort risque de pénaliser et décourager l'investissement. Est-ce qu'il faut quand même, malgré tout, taxer les dividendes pour financer la transition écologique? Alors, je ne suis pas certain qu'il faille le faire. Les citoyens l'ont proposé. Ce que je retiens finalement de cette proposition des citoyens, c'est qu'ils se sont posé la question de savoir comment ils allaient financer leurs mesures. Donc on ne peut pas les taxer d'irresponsabilité. Ils y ont réfléchi avec les moyens. Ils ont essayé de proposer des voies pour financer, alors que ce n'était pas stricto sensu dans leur mandat. On leur demandait de proposer des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Taxer les dividendes, ça ne réduit pas les émissions de gaz à effet de serre. Ça permet seulement de financer d'autres mesures qui pourraient le faire. Donc là, vous verrez dans le rapport final de la Convention, en fait, il y a tout un tas de pistes, de propositions qui ont été faites par les citoyens pour financer des pistes de financement de la transition. Et en fait, alors, il y a cette mesure dedans, il y en a plein d'autres. Les citoyens ne sont pas allés jusqu'au bout de l'exercice, en même temps, ce n'était pas vraiment ce qui leur a été demandé, mais ils ont proposé des choses. Si on regarde vraiment sur le fond, sans préjuger de sa faisabilité juridique sur laquelle je suis incompétent, taxer les dividendes de façon indiscriminée, ça ne réduit pas forcément les émissions de gaz à effet de serre, et surtout, ça ne favorise pas le vert par rapport au marron, si vous me permettez ce néologisme. C'est-à-dire ça ne favorise pas forcément les activités bénéfiques pour le climat versus celles qui le sont moins. Et dernier élément peut-être, mais ça c'est peut-être plus conjoncturel, avec la crise qu'on a actuellement, je ne sais pas ce qu'on peut retenir, ce que le futur dira en termes de distribution de dividendes, et par ailleurs je ne sais pas si c'est une bonne chose que les entreprises qui bénéficient du soutien de l'État distribuent des dividendes, mais c'est peut-être un débat beaucoup plus large. Je ne suis pas fondamentalement en désaccord avec ce qui vient d'être dit, ceci dit je serai un peu plus sévère et un peu plus critique en effet sur la nature de cette proposition, somme toute assez symbolique. Parce qu'on a rappelé en effet que les membres de la Convention citoyenne pour le climat avaient pour mission de réfléchir aux pistes pour réduire de manière crédible donc, les émissions de CO2. Pour ma part, je remarque que les solutions les plus évidentes ont été complètement écartées. On y reviendra sur la question du nucléaire notamment, qui a été complètement balayée d'un revers de main. Et on multiplie des mesures qui malheureusement en effet n'ont pas grand-chose à voir avec le schmilblick, si je puis dire. La taxation des dividendes, mais aussi la réquisition des logements. Et j'y vois pour ma part une espèce d'arrière-fond un peu anticapitaliste, c'est-à-dire que malheureusement, je crois trop souvent que, je crois que l'écologie en France a été hélas préemptée par des récits, par des idéologies un peu malthusiennes, un peu anticapitalistes, un peu antiproductivistes, et qu'au nom de ces idéologies, on se met à prendre des mesures punitives à l'égard des entreprises. Donc la taxation des dividendes, c'est une mesure symbolique parce qu'en France, on a une espèce d'aversion contre la figure de l'actionnaire et donc on veut le punir. On pense qu'en le punissant, on va comme ça résoudre tous les problèmes qui se posent à nous. Les choses sont malheureusement plus compliquées. On sait que la transition écologique va nécessiter énormément d'investissement, énormément de créativité, énormément d'ingéniosité, énormément de confiance et de foi dans le progrès technique. Et que ces progrès techniques ne seront réalisés que si l'on parvient à accumuler toujours plus de richesses. C'est-à-dire que le débat qui voudrait opposer la croissance économique et la transition écologique, pour moi, est un faux débat. Il n'y a pas lieu d'opposer le confort matériel des peuples à l'idéal d'un environnement toujours plus simple, toujours plus hospitalier pour l'homme. Je rappelle par exemple qu'aujourd'hui, on meurt plus de la pollution de l'air et de l'eau en Afrique subsaharienne qu'en Europe occidentale, parce qu'historiquement, c'est le développement économique, c'est la croissance qui nous a permis d'investir dans l'innovation, dans des technologies toujours plus propres, dans le traitement des fumées, dans les filtres à particules, dans le traitement des eaux usées, et que demain, les investissements les plus lourds dans les énergies propres nécessiteront de mobiliser énormément de ressources. Et ça, on ne le fera pas sur un champ de ruines ou bien sur une économie en train de stagner. Et donc le président de la République là-dessus a tout à fait raison de rappeler que le but du jeu écologique n'est pas de punir l'économie pour punir l'économie, c'est d'inciter à la création de valeur, de richesse,
par l'intermédiaire de l'investissement dans des technologies toujours plus propres. Monsieur Huguet, un mot à ajouter peut-être. Vous pensez que vous qui avez bien vu les chiffrés du coup avec une vision quand même assez précise et globale de ces propositions, vous pensez qu'il y a un biais justement aussi un peu punitif qui a été opté, qui a été pris peut-être même inconsciemment par cette convention? Alors je ne le pense pas, mais je suis peut-être jugé parti, puisque j'ai quand même été pas mal impliqué en suivant les citoyens. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, les 150 citoyens ont été tirés au sort, avec un biais de sélection qui est qu'ils ont quand même accepté de venir passer 7 week-ends, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche, c'est-à-dire sur leur temps libre, pour venir débattre d'un sujet qui s'appelle la transition énergétique, le climat. Donc si biais de sélection il y avait, il était là. Moi, ce qui m'a frappé, c'est quand même que sur les 150 citoyens, au départ, ils étaient, j'allais dire, très représentatifs des Français normaux. C'est-à-dire qu'ils lisaient les titres des journaux, ils regardaient d'excellents reportages ou interviews à la télé, mais c'est à peu près tout ce qu'ils savaient de la transition. Et en fait, le truc qui m'a vraiment frappé, c'est qu'au cours des 9 mois de la Convention, le mot qui revenait le plus souvent quand on faisait des pauses avec eux, c'était en fait, on a pris une claque. On ne comprend pas comment on a pu passer d'un problème aussi sérieux pendant aussi longtemps. Et en fait, les 150 personnes, à la fin, les 150 citoyens, étaient des gens convaincus qu'il fallait faire quelque chose. Pas forcément au sens captif d'une idéologie, ils avaient chacun des visions différentes, des propositions différentes, ils en ont débattu et ça a donné des échanges très très riches. Mais après, quand on regarde les propositions, si vous regardez sur toutes les propositions, vous voyez sur la page de garde de chacune des propositions, dans le petit coin en bas à droite, il y a les résultats des votes. Et en fait, les votes, c'est à une écrasante majorité, c'est-à-dire les propositions passent avec 130, 140 voix pour. Ce qui est quand même, je trouve, c'est ça qui est remarquable. Ils n'y sont pas arrivés du premier coup, il y a eu beaucoup de discussions. Les propositions, en fait, ont beaucoup évolué au cours des 9 mois. Et moi, c'est ça que je retiens de cette convention. Je suis tout à fait prêt à admettre que les citoyens étaient sincères dans leur démarche. Maintenant, on ne peut pas nier qu'il y a aussi un parti pris assez flagrant dans le choix, la sélection, voire l'omission de certaines mesures, puisqu'on a parlé tout à l'heure du nucléaire qui est absent des 400 pages du rapport en question. Alors si le mot nucléaire apparaît une seule fois, mais attention, c'est pour redouter que des tribunaux arbitraux privés condamnent les États qui décideraient de sortir du nucléaire. Donc vous voyez quand même, le parti pris idéologique est assez fort. Je vois là une espèce d'idéologie un peu technophobe, et c'est normal parce que beaucoup d'intellectuels écologistes, en réalité, sur le constat et le diagnostic, on est tous d'accord. Simplement, il y a aujourd'hui deux courants qui mènent un combat à mort, j'ai envie de dire, mais sur le plan idéologique, bien sûr. Une écologie prométhéenne, on va dire, qui a encore confiance dans les capacités d'Homo faber, de la technologie, à aménager un environnement toujours plus hospitalier pour l'homme. Et puis, il y a un courant, on va dire, plus pessimiste, plus technocritique, qui lui pense que le progrès technique est plus un problème qu'une solution. Ces deux courants vont, à mon avis, s'affronter encore pendant très longtemps, mais je constate en effet que le parti pris et l'ignorance de certaines solutions technologiques font que cette convention citoyenne pour le climat, peut-être inconsciemment, je n'en sais rien, mais de fait s'inscrit dans une idéologie particulière et très marquée. Très bien. Je ne vais pas réagir dessus. Mais, allez-y. Si, carrément. Bon, alors peut-être, encore une fois, il n'y a pas eu de parti pris. C'est-à-dire, il y a un système de gouvernance qui fait que, et les citoyens le disent eux-mêmes, ils ont leur libre arbitre. Et encore une fois, ce n'était pas 150 militants d'un camp ou d'un autre qu'il y a eu au début. 150 citoyens normaux. Ils se sont forgés leur opinion au cours des 9 mois. Et je dois avouer, pour avoir participé à des débats, je dois avouer que j'aurais bien aimé, pour avoir vu ces débats, j'aimerais bien que des fois il y ait des débats de la même nature et de la même volée, on va dire, dans les assemblées qui représentent donc l'Assemblée nationale et le Sénat. Parce que je dois avouer, il y a des fois, il y avait vraiment des arguments de part et d'autre. C'était pas monolithique. Et en fait, ils sont arrivés à des propositions de consensus, encore une fois, au bout de 9 mois. Ça ne s'est pas fait comme ça, boum, du jour au lendemain. Il y a eu 9 mois de travail, de compréhension, d'interviews contradictoires. Il y a toute une palanquée d'experts qui a été auditionnée. Et après, il y a des thèmes qui n'ont pas traité. Il y a des choses qui n'ont pas été traitées. Comment expliquer que celui-ci, qui est quand même le plus crucial, soit celui du nucléaire, qui est la seule énergie décarbonée pilotable qu'on pourrait... Et en quoi c'est crucial? Parce que si aujourd'hui on veut maintenir un niveau de vie décent tout en décarbonant notre économie, on peut pas ne pas parler du nucléaire, c'est impossible. Alors comment
peut-on travailler 9 mois sans mentionner une seule fois l'hypothèse même du nucléaire et en balayant cette hypothèse d'un revers de main? Alors, Moi, c'est ça qui m'a frappé quand même. En fait, ça n'a pas été balayé, c'est que ça n'a pas été abordé. Alors déjà, peut-être pour remettre l'église au milieu du village, notre électricité aujourd'hui est très largement décarbonée du fait du nucléaire, 80% de la production. Maintenant, c'est jamais que 25% de la consommation d'énergie finale. C'est-à-dire que le problème, c'est les 75% restants, et notamment tout ce qui est pétrole, gaz naturel, etc. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les citoyens sont des citoyens. C'est-à-dire qu'ils ont abordé les choses à hauteur de citoyens. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de visiter une centrale nucléaire dans votre vie. Pas encore. Je ne sais pas combien de citoyens ont eu cette opportunité et je ne sais pas combien de citoyens sont capables d'expliquer ce qui se passe derrière une prise électrique. À mon avis, pas beaucoup. Et en fait, c'est pas qu'ils ne parlent pas de nucléaire, en fait, ils n'ont pas parlé non plus de réseau électrique. Enfin, il y a des trous dans la raquette et c'est normal. Je veux dire, ce ne sont que des citoyens. Non, mais il y en a plein d'autres. Je veux dire, alors là, si vous regardez, si vous cherchez les trous dans la raquette, il y en a plein. Encore une fois, ils ont pris des mesures de citoyens. Ils étaient répartis en 5 groupes. Se loger, se nourrir, se déplacer, consommer, produire et travailler. Et là-dedans, l'énergie est partout, l'électricité est partout et le nucléaire est partout. Sauf qu'à aucun moment, ça n'a été perçu comme un enjeu citoyen. C'est ça peut-être qu'il faut en retenir. Après, les trous dans la raquette, il y en a certainement plein d'autres. Je veux dire, là, on va avoir la liste, disons, toutes les personnes qui vont dire « Ah oui, ils n'ont pas vu ci, ils n'ont pas vu ça ». Oui, certainement. Ils ont certainement loupé plein de trucs. En 9 mois, à 150, oui. Maintenant, en 5 ans, à 577, il y a aussi des sujets qu'on loupe. Et voilà, donc l'Assemblée nationale ne traite pas de tous les sujets et c'est normal. Oui, alors j'entends ce que vous dites, mais je suis quand même assez perplexe parce que oui, il y a des trous dans la raquette, mais ce trou-là est quand même assez énorme. C'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure des 75% d'énergie effectivement liée, mais ce n'est pas totalement déconnecté de l'enjeu parce que si demain, par exemple, nous voulons parier sur une filière hydrogène pour avoir des véhicules plus lourds, comment produire cet hydrogène sans électricité décarbonée? Vous voyez, toutes les questions qui ont trait à l'énergie ramène in fine à l'enjeu de doter non seulement la France, mais pas seulement la France, puisque l'enjeu climatique est l'enjeu global. Et moi, je suis aussi un peu désolé de voir qu'on a parfois un point de vue assez franco-centré sur la question. Il y a à la périphérie de l'humanité des centaines de millions de gens qui veulent sortir de la pauvreté. Alors, on dit à ces gens-là, vous ne pouvez pas vous développer dans les mêmes conditions que l'Occident durant ces 2 derniers siècles. Pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas leur dire, mais l'enjeu, c'est de démocratiser cette énergie nucléaire, la seule à la fois pilotable, décarbonée qu'on pourrait généraliser, la rendre plus compétitive, pour permettre à des centaines de millions d'Africains subsahariens ou autres d'accéder à ce qui pourrait permettre d'alimenter une civilisation développée de la manière la moins carbonée possible. Donc, vous me dites c'est un petit trou dans la raquette, moi je n'y vois pas une simple... Enfin, comment dire, j'ai du mal à y voir une simple omission. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même une espèce de volonté politique de donner des concessions à une opinion publique qui, depuis des décennies, est travaillée par un courant écologique malthusien qui s'intéresse moins à la décarbonation de notre économie qu'à la délégitimation de l'idée même de civilisation industrielle. Ce sont toutes les mouvances décroissantes, post-croissance, qui redoutent la civilisation industrielle en tant que telle, indépendamment des technologies que nous pourrions mobiliser pour rendre notre mode de vie plus soluble dans l'enjeu climatique. C'est ça, moi, qui me frappe, et j'arrive pas à me satisfaire, excusez-moi, d'une explication qui dit il y a un petit trou dans la raquette. Alors, j'ai pas dit que c'est un petit trou dans la raquette, j'ai dit c'est un trou dans la raquette comme il y en a d'autres. Et pour allévier votre impression de manipulation, etc., je vous encourage à regarder comment la gouvernance de la Convention citoyenne a été structurée. Et ça, en fait, ça répond à la question. Les citoyens le disent eux-mêmes, on n'est pas des bénés, on a notre libre arbitre, on a entendu qui on voulait entendre, ils ont auditionné toute une liste d'experts, et on s'est fait notre propre jugement, à 150. Encore une fois, ce n'est pas une personne qui s'est dit, tiens, j'ai envie de faire ça. Ils en ont discuté, et en fait, à 150, ils ont trouvé des compromis, des jeunes, des vieux, des représentants de toute la France, de toutes les catégories socio-professionnelles, et moi, c'est ça qui me frappe. C'est qu'en fait, quand on prend le temps de discuter à 150, il faut prendre le temps, et ben on arrive à trouver des solutions. Des solutions qui, quelque part, font consensus. Il n'y a pas le nucléaire dedans, c'est regrettable, mais encore une fois, il y a plein d'autres trous dans la raquette, si on les cherche, on va les trouver. Voilà. On pourra passer un peu de temps après l'émission, je vous en pointerai, et voilà. Encore une fois, s'ils avaient trouvé la liste super bien faite de toutes les mesures qui vont nous permettre de faire moins 40% en 2030, là j'aurais dit bravo, est-ce leur boulot? Non, c'est pas ce qui leur a été demandé.